Buenas noches a todo el mundo. Esta noche tenemos el privilegio de contar con Fatema Al, que nos va a hablar de la conferencia La Goutte des Épices. Fatema es una chef marroquí propietaria del restaurante La Mansuria en París. Voy a pasar la palabra a Leila Hayat, que es la presidenta de la Cámara de Comercio de Industria y Servicios de Marruecos en España. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta cita. Desde la Cámara de Comercio queremos haceros un poco compartir otra visión de un Marruecos que es una historia en Marruecos, que es el arte culinario marroquí. A través de esta ruta con Fatema Al vais a entender la parte de Marruecos que poca gente conoce, que es el arte de vivir marroquí, con todas las tendencias, la historia de este arte de vivir, y vais a ver un poco a través de este viaje que vais a hacer con la señora Al, cómo se ha cruzado la historia de Marruecos con la de España y todas las diversas influencias que han ocurrido en este proceso. Voy a dejar al señor Néstor Montoya, que es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Marruecos, presentaros a la señora Fatema Al. Muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, Fatema Al es una mujer que forma parte, nació en Oujda, en la región oriental de Marruecos, cercana a la frontera con Argelia y cerca de Melilla, para que lo ubiquen más o menos, y estudió en el Colegio Pasteur, uno de los principales o mejores colegios de la época en la capital de la región oriental, como se llamaba. Es que no me pega tanto. No, es que no me viene. No, es que no lo he leído. Posteriormente, a realizar sus estudios, se instaló en la República Francesa, donde se casó, creó su familia y trajo al mundo a 3 hijos. Este paso por la casilla de la mujer o encasillada como mujer de casa no le atraía lo suficiente, entonces quería desarrollar su conocimiento, y en 1975 decidió retomar sus estudios universitarios en París, en la Universidad París VIII a Vincennes. Paralelamente preparó una licencia de literatura árabe para continuar con los estudios que había venido desarrollando o sus inquietudes que había venido desarrollando desde su juventud. Militó en los consejos de los barrios de la región parisina y dio cursos de árabe y de animación cultural en el grupo escolar Jean-Jacques Rousseau en Argenteuil. En 1986 comenzó a trabajar como intérprete en los hospitales de los servicios de inmigrantes. Un año más tarde, en 1977, fue nombrada o jefa de estudios para realizar el programa Mujeres Nacionales, que es un programa para ayuda a las mujeres a crear sus propias asociaciones en Toulouse. En 1979, realizó junto con el Ayuntamiento de Grasse el primer festival de cine árabe en esta ciudad. Continuó preparándose académicamente y posteriormente fue aceptada para preparar el doctorado en la Escuela Práctica de Altos Estudios, des Hautes Études, con Camille Lacoste du Jardin,
como directora de búsqueda y de estudios de la universidad en la que está preparando el doctorado. Preparó y dio diferentes y numerosas conferencias para las mujeres empresarias, principalmente en la Escuela Politécnica y en la Universidad Georgetown de Washington y en Normal Superior en Francia. Con la elección del presidente socialista François Mitterrand en 1981, en 1982 fue nombrada consejera técnica del Ministerio de Derechos para la Mujer, adjunta al delegado de la ministra socialista Yvette Roudy. Durante este periodo realizó un estudio sobre la mujer y las jóvenes a la Goutte d'Or, eso no tiene traducción literal. Es en 1984 cuando creó su propio restaurante, La Mansuria, sin ninguna ayuda y vendiendo comidas por encargo y haciendo uso de microcréditos No le gustaba mucho la denominación de cocina oriental que se otorgaba al restaurante suyo, puesto que era cocina marroquí, y podríamos decir que partió en una cruzada durante bastantes años para explicar la diferencia y convencer la diferencia que hay entre la cocina marroquí y la cocina oriental y tratar de explicar y convencer al público en general que la cocina marroquí tiene una propia identidad, la identidad de un gran país como es Marruecos. Escribió su primer libro en el año 1996, llamado Sur les saveurs et les gestes, sobre los sabores y los gestos, publicado por Ediciones Stock. Luego, posteriormente, ha continuado escribiendo numerosos libros, en un total de 14, que han sido publicados por diversas editoriales. En 1987 organizó un stage para la formación de mujeres para convertirlas en chefs. Y en el año 2001 es el año de su consagración. Recibió la Legión de Honor en Francia, un título prestigioso otorgado por el gobierno francés, por la República Francesa. Tanto la prensa francesa como la prensa internacional alabaron el trabajo realizado y su perseverancia por explicar la diferencia que había entre ambas cocinas y por no haber bajado nunca los brazos, podríamos decir, por haber hecho hincapié en esta cruzada que decía que había llevado. En su momento, la revista Time Magazine la nombró, o la llamó chef reconciliateur, es decir, como el chef reconciliador. Continuó su ascensión, podríamos decir, o su progresión mediante la creación de una gama de especias, de tés, y para la obtención de un stand en Lafayette Gourmet, en uno de los principales centros comerciales de París. Continuó luego con una amalgama de platos marroquíes cocinados también para los supermercados Monoprix en París, de comida preparada. Y su gran orgullo, aparte de la Legión de Honor que había comentado anteriormente, que le fue otorgada por la República Francesa, es haber sido condecorada por Su Majestad el Rey Mohamed VI en Saidía, junto a Anador y junto a Oujda en su región natal. En el año 2014, su restaurante en París, La Mansuria, conmemorará su 30 aniversario, y Fatema Hall anuncia que hará, digamos, un importante que este 30 aniversario supondrá un homenaje a todas las mujeres cocineras y con las que ha podido participar. Fatema Hall es una mujer, una vida, un arte. Fatema Hall pertenece a esas mujeres de cual no nos cansamos de contar la historia. Es el ejemplo mismo de la self-made woman capaz de tener éxito donde no se espera a una mujer marroquí y que cambia todos los formatos y los prejuicios. Tiene carrera, está comprometida, es militante,
es mundialmente conocida para defender la gastronomía marroquí como parte de nuestro patrimonio cultural e histórico que hacían nuestras madres y nuestras abuelas. Ha llegado a su sueño preservando los secretos de una cocina muy antigua y muy tradicional. Para Fateh Mahal, la cocina es un gran enlace que se deja a la humanidad. Fateh Mahal, por favor. Merci beaucoup. Quand on écoute ce qu'on dit de moi, j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Tranquillisez-vous, je me sens encore très jeune. Tout ça me fait penser finalement que le travail est quelque chose d'essentiel dans la vie. Est-ce qu'on peut régler ce... Peut-être l'éloigner, voilà. Ah, génial. En plus, je ne m'écoute pas, je ne m'entends pas, c'est encore mieux. Je constate que le travail, quand il est accompagné de passion, c'est toujours très intéressant parce qu'on va loin. On va loin quand on prépare un repas, parce qu'on imagine toujours une femme cuisiner pour une femme marocaine. Pour tout le monde, c'est naturel. Mais être une intellectuelle et aussi cuisiner, c'est-à-dire en fait faire et penser sur ce qu'on fait. Ça, c'est rare. Et c'est très difficile quand j'arrive dans les studios de télévision, très souvent, on ne comprend pas comment je peux être avec un sociologue ou un chercheur alors que je suis cuisinière et restauratrice. Donc il fallait rétablir l'image de la cuisine. La cuisine, avant tout, c'est notre culture, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. La cuisine, ce n'est pas des recettes, c'est simplement des recettes. Sincèrement, je me serais éloignée de la cuisine. Parce que pour moi, la cuisine, c'est quelque chose qui parle, qui nous parle. Par exemple, notre histoire entre le Maroc et l'Espagne, c'est une histoire passionnelle et passionnante. C'est une histoire pleine de rebondissements. On a eu des siècles où on a dominé l'Andalousie. On a été raccompagné d'ailleurs par les Castillans. On est revenu maintenant en amis. Et par contre, les recettes, l'histoire de la cuisine et des produits continuent à raconter cette sublime histoire andalouse entre les Espagnols et les Marocains. Elle se résume en produits. Personne n'imagine que arroz, d'abord c'est un nom arabe, les Espagnols ne peuvent pas vivre sans riz, mais le riz est arrivé par les Arabes. Ce qu'on n'a pas laissé par contre, et c'est louche, c'est le couscous. On est resté plusieurs siècles et on n'a pas laissé de traces de couscous, alors qu'on le trouve en Italie. On le trouve par les Juifs et les musulmans chassés d'Espagne en 1492, on le trouve à Livourne, par l'arrivée des Juifs, et en Sicile par l'arrivée des Arabes. Mais en Espagne, on ne trouve pas. Ce sont des questions qui se posent et qui sont intéressantes. La route des épices, puisqu'on est là. Les Espagnols n'utilisent pas tellement d'épices. En dehors du safran, vous n'utilisez pas tellement d'épices. Un peu de poivre et du safran. Mais en dehors de ça, vous avez une méconnaissance totale. Or, on est resté longtemps, et longtemps, les Arabes ont dominé la route des épices. Pour rendre cette soirée agréable, je vais vous emmener avec moi sur cette route, parce qu'il y a deux manières d'approcher, il y a deux manières de raconter la route des épices. Il y a la manière de chercheur, d'universitaire. Ça peut être ennuyeux, vous pouvez la trouver sur Internet. Et puis il y a l'autre histoire qui est comme un conte, et c'est celle-là. J'ai envie de vous emmener avec moi sur ma route, la mienne, la route des épices. Les épices nous ouvrent les portes d'un univers fabuleux. 1001 nuits sur le bout de la langue,
Apanage de l'Orient, elles ont longtemps fasciné l'Occident médiéval qui en a usé et abusé. Sans les épices, la cuisine marocaine ne serait pas tout à fait ce qu'elle est. Poussière d'or du safran, nacre de la gomme arabique, perles de coriandre, grains flamboyants du poivre, les épices rapprochent un peu plus la cuisine de l'art. Jouer sur la gamme de toutes ces épices pour créer l'accord parfait. La petite pincée de muscade, le soupçon de carvi qui donnera le ton juste à un plat. Trouver la mesure sans mesurer, comme on dit au Maroc, « Ainek mizenk », ton œil, c'est ta balance. Et ce n'est qu'en remettant 100 fois l'ouvrage sur le feu qu'on pourra enfin atteindre les subtilités du dosage. Connaître la hiérarchie des épices, les apprentis jettent toutes les épices à la fois dans la casserole et toutes les sauces finissent par se ressembler. Il faut savoir allier les épices. Un parfum doit respecter l'équilibre des saveurs, se fondre sans se confondre. Avec les épices, la cuisine devient alchimie. Entrer dans le monde des épices, c'est partir pour une extraordinaire aventure. Notre Ras el Hanout est à lui seul une épopée. L'impériale tête de l'épicerie n'est pas un mélange, pour reprendre une traduction erronée, mais une composition savante de 27 épices. Un bon épicier de Fès ou de Marrakech ne divulguera jamais la quintessence. Sa recette personnelle avec la mouture, les quantités, l'origine, c'est son secret, l'orgueil de son métier. Mais il énumère volontiers ses poudres, racines, graines, baies, feuilles. C'est une litanie. La gomme arabique, la cantaride, un coléoptère aux élytres mordorés qui passe pour un aphrodisiaque. La nigelle, l'iris, les fruits de frêne, ce que vous appeliez peut-être quand vous étiez enfant des hélicoptères, à cause de leur forme d'hélice. Les baies de belladone, les boutons de rose de la vallée du Dadès, s'il vous plaît, du galanga, un cousin du gingembre, la lavande, toute une série de poivres et de piments, et bien sûr les autres, plus classiques. Le cumin, attention, le camoun, il est fort, autoritaire, presque viril. Notre camoun, un vrai rouleau compresseur entre les mains inexpérimentées, car il veut s'imposer à tout prix et il vous faudra veiller à ce qu'il cède un peu de place aux autres épices. La cannelle. Elle est séduisante, parfois séductrice, comme une femme. Elle peut être violente, mais suave aussi. C'est l'épice féminine par excellence. Le gingembre, on le dit aphrodisiaque. Mais les amours peuvent devenir amers si la main, emportée par un élan amoureux, jette dans le tagine quelques pincées de trop. Entre la touche de perfection que le gingembre apporte à la sauce et le goût âcre, brûlant la gorge, gâchant le plat, la frontière est fragile, insaisissable. Un proverbe prétend que l'âne ne peut sentir le gingembre. L'ahmar ma yshmm skinjbir. Et pour savoir doser le capricieux rhizome, le cuisinier néophyte devra sans doute braire maintes fois avant de pouvoir crier victoire. Le safran. Ils ne peuvent s'empêcher d'imprimer leur empreinte de soleil sur les doigts, les précieux pistils du crocus. Le safran, originaire de Ouarzazate ou importé de pays plus lointains, cueilli avec un soin méticuleux, avant le lever du soleil, il atteint des prix vertigineux. Attention que de rusés marchands ne le mélangent avec des barbes de maïs, frottées sur la peau et ne doit pas laisser de sillage gras, ce qui signifierait qu'on l'a imbibé d'huile pour qu'il pèse plus lourd sur la balance en allégeant d'autant le porte-monnaie.
Mais son parfum nous étourdit, nous charme, nous ensorcelle. Sa teinte évoque un été flamboyant et la cuisine la plus pâle prend instantanément des couleurs d'Orient. Adoré, il est trahi par une autre poudre jaune, le curcuma, qui passe à tort pour une rivale. Au pire, par un colorant, venu d'Espagne, sans odeur ni saveur. Je ne parle pas de safran espagnol, il est très bien, mais il y a un colorant, hélas, qui a envahi le Maroc, qui passe à tort pour une rivale, au pire par un colorant venu d'Espagne. Sans odeur ni saveur, conditionné dans de petits sachets qui ont fait une percée foudroyante dans notre cuisine. À tel point qu'on distingue maintenant entre le safran beldi, le vrai, et le safran tout court, le faux. Pourquoi ne pas réorganiser la culture du crocus d'excellente qualité dans le sud marocain, prendre le vrai safran espagnol? Le safran pourrait devenir une denrée d'exportation et revenir parfumer nos plats les plus prestigieux. Le curcuma, il est parfois présenté comme le safran du pauvre, une épice plus démocratique, qui teinte et parfume les plats à bon compte. Curcuma et safran sont pourtant bien différents, ni le même arôme, ni la même couleur, ni surtout la même texture. Le curcuma se marie à merveille dans les recettes quotidiennes et familiales, avec les morceaux qu'on fait mijoter longtemps sous le couvercle. En compagnie d'autres épices, il s'exalte et atteint une longue cuisson pour s'épanouir. La noix de muscade, ronde, sensuelle, la noix de muscade, enveloppée dans son cocon de massif, devient capiteuse. Si on s'en sert n'importe comment, si on en met n'importe où. Originaire des îles Moluques, elle est notre exotisme à nous. Mais une longue fréquentation nous a accoutumés à son parfum étrange qui s'accorde si bien à notre goût, entre les liaisons dangereuses et le mariage de raison. Le clou de girofle, il parfume la cuisine et la chevelure des femmes du Souss. Ces petits clous piquants, si odorants qu'on les prend pour un cosmétique, si forts qu'ils servent d'analgésique contre les maux de dents. Piqué dans un oignon, broyé dans la pâte d'amande, il sent le comble du raffinement, le clou de la recette. Le carvi. Ce proche cousin du cumin rehausse le bouquet d'une modeste soupe. Campagnard, il possède une tonalité plus grave que le cumin et se plaît dans les hariras épaisses et réconfortantes de l'hiver. Les poivres et les piments, poivre noir séché, piment frais qui réchauffe, maniguette qui sous son nom charmant peut enflammer une sauce. Inoffensif paprika, bois d'Inde qui ne pousse pas sur le continent indien, ou piment de Jamaïque qui ne pique pas. Tout un chapitre de notre cuisine lui serait consacré. Le piment ne doit jamais emporter la bouche. Les étrangers sont souvent surpris. Non, tout ce qui est oriental, tout ce qui est marocain n'est pas forcément brûlant. Les poivres sont conçus pour exalter le goût des aliments, mettre les autres épices en vedette, illuminer la cuisine. Ne faites pas du piment un vulgaire incendiaire. Mais le nombre d'épices ne fait pas nécessairement un plat savoureux. Il existe par exemple des tagines aux 2 épices, comme le duo cumin-paprika dans le tagine de kefta. Le poulet aux oignons à l'étouffée avec le couple cannelle-gingembre. Ainsi se déclinent les harmonies d'épices jusqu'à l'amourosia, le grand plat traditionnel de l'Eid el-Kbir, agneau, raisins secs et de miel qui compte les 27 épices de l'impérial Ras el-Hanout. Importante aussi la qualité et la fraîcheur des épices. Quand elles sont éventées ou à peine moulues, le dosage peut varier considérablement. On se méfiera du cumin, souvent éventé. Mieux vaut ne rien mettre du tout qu'une épice sans parfum qui rend les sauces poussiéreuses.
On préférera acheter les épices par petites quantités entières qu'on mettra à l'abri de la lumière dans des boîtes hermétiques. Racines de gingembre, bâtons de cannelle, clous de girofle, sauf la noix de muscade, à râper et le poivre à broyer dans un mortier ou à moudre dans un moulin. La seule date limite de conservation, c'est le parfum. Une épice doit dire son nom dès qu'on ouvre la boîte. L'idéal, c'est d'acheter non moulu et de faire moudre ensuite. Il est alors très simple de compter les composants. D'acheter chez Ben Chkroun à Fès, ce qui est présenté à Paris comme le Ras el Hanout, encore moins en Espagne, est un vulgaire mélange de 4 ou 5 épices. Il faut donc vous méfier de l'appellation Ras el Hanout qui n'en est pas une. À Marrakech aussi, on vend un mélange sous le nom de Ras el Hanout qui n'en est pas un. Le carvi, la cannelle, la gomme arabique ou la noix de muscade sont des épices qu'on doit ajouter vers la fin de la cuisson, car elles sont terriblement parfumées et leur saveur prend vite le dessus. Quand on a appris à maîtriser les épices, on ne peut plus s'en passer. Pas un Marocain qui n'ait un minimum d'épices chez lui, et si par hasard il lui manque un peu de noix de muscade, il court en demander dans la maison d'à côté. Comme un Français, il irait demander du sel à son voisin. Mais attention au dosage. Les Européens qui se lancent dans la cuisine marocaine en mettent toujours trop, comme s'ils avaient besoin d'en rajouter, pour marquer la différence, comme ceux qui imitent l'accent arabe, en sondant les phrases de son guttural là où il n'y en a pas. Ce ne sont pas les grandes oppositions qui créent les différences, mais une série de signes imperceptibles. Les épices doivent s'accorder avec les autres ingrédients. Les épices doivent se comparer à une danse et non pas à une transe. Voilà. J'espère que la traduction, je n'ai pas posé de problème pour les traducteurs. Alors, nous allons, après la présentation, qui a montré que je suis beaucoup plus vieille que je n'en parais, après ce petit texte qui nous rapproche, j'espère encore plus, qui rapproche les Marocains, les Espagnols et bien d'autres personnes, nous allons maintenant entrer dans le monde du couscous autour d'un petit document que j'ai réalisé pour vous et pour d'autres amis. Después del documental, ya pasaremos al turno de preguntas y respuestas. Ahora viene el documental que, como dice la propia invitación, es exclusivamente en francés. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un plat, un très grand plat, un plat qui est en train de conquérir le monde. Ce plat, c'est le couscous. Il devient le deuxième plat préféré des Français. Mais c'est quoi le couscous? Où est-il né? Comment préparer le couscous? Le couscous, incontestablement, est berbère. Il est né au Maghreb. Il appartient aussi bien aux juifs qu'aux musulmans. On le trouve en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Et puis au Moyen-Âge, on le retrouve dans les écrits d'Ibn Razin Toujibi et de l'Anonyme. Le voilà aussi à Livourne. Il est arrivé avec les Juifs chassés d'Espagne après la chute de Grenade en 1492 et en Sicile par les Arabes. Et puis on le trouve au Brésil où
finalement, il s'est adapté au goût du pays et on le déguste avec de la noix de coco et de la semoule de maïs. Et puis il revient en France dans les années 50 avec la première immigration algérienne. Et il connaît beaucoup de succès à partir des années 60 avec l'arrivée des pieds noirs. Et puis finalement, ce n'est qu'aux années 80-90 où on commence à s'intéresser réellement à lui parce qu'il devient, pour les Maghrébins en tout cas, pratiquement un plat identitaire. Alors le couscous, ne le confondez pas, cher ami français, avec la semoule. Très souvent, pour vous, le couscous, c'est quand il y a le couscous sec et les légumes, l'ensemble, c'est le couscous. Mais le couscous sans légumes, pour vous, c'est de la semoule. Et non, le couscous, c'est d'abord du blé dur, qui va au moulin, on le sépare du son, on travaille la semoule avec de la farine et de l'eau. On va essayer d'avoir le couscous gros, le couscous moyen ou le couscous fin. C'est très long à faire. Et c'est pour cela que les industriels se sont finalement organisés pour fabriquer le couscous qui ressemble étrangement à la semoule. Je vous propose de préparer avec moi un couscous au poisson. Une toute petite interprétation où on va utiliser des crevettes crues évidemment parce que les crevettes crues ont beaucoup plus de goût que les crevettes que vous achetez toutes prêtes. On va utiliser aussi la tête d'un congre ou la tête de lieu jaune. En tout cas, vous demandez à votre poissonnier. Moi, en achetant mes crevettes, il m'a donné la tête gratuitement. Donc voilà, le couscous ne va pas nous coûter très cher. Il nous faut un couscoussier avec le bas et le haut. Vous connaissez tous le couscoussier avec les trous qui vont permettre à la vapeur de passer pour cuire notre couscous. Nous allons commencer par mettre de l'eau, l'équivalent d'un litre d'eau, pour 500 g de couscous, la tête du poisson, ce qui va donner le goût à notre bouillon, une botte de coriandre, on va saler, une cuillère à café, un petit peu de poivre, la moitié d'une cuillère à café, l'huile d'olive, 2 cuillères à soupe, quelques filaments de pistil de safran. Vous pouvez très bien le remplacer par du curcuma. Alors, 4 ou 5 tomates entières, les oignons. On met le haut du couscoussier sur le bas et on va allumer le feu. Voilà, nous allons laisser le bouillon pendant 10 minutes. Après, on goûte pour ajuster le goût. Pendant ce temps-là, on va préparer nos crevettes. Pour les crevettes, on a besoin d'un peu d'huile d'olive. On va directement mettre les crevettes qu'on a épluchées, les tomates cerises qui sont maintenant coupées, de l'ail épluché et entier, j'en prends 4, un peu de curcuma, cette fois-ci, vous pouvez très bien mettre du safran si vous voulez, les petits oignons aussi, qui vont donner un joli petit goût aux crevettes, et on n'oublie pas le sel, du citron. On va mettre tout ça sur le feu, on attend. N'oubliez pas de remuer quand même de temps en temps. Maintenant, on va vérifier le bouillon. On a une vapeur extraordinaire. Notre couscous, on peut commencer à le préparer. Alors, notre bouillon, il a l'air vraiment superbe. C'est chaud, mais c'est bon. Il est très parfumé. Franchement, la coriandre avec le poisson, c'est génial. Et là, on entend chanter les crevettes. Voilà, elles deviennent roses. Elles vont laisser, après on va les enlever, et elles vont laisser la place d'ailleurs à l'oignon et à la tomate de cuire tranquillement. C'est une rebelle celle-là, elle ne veut pas sortir de la marmite, c'est une rebelle. Yes. Et là, c'est super parce qu'on a toute la place pour l'oignon et les tomates. Alors, les oignons et les tomates cerises sont cuites. On va remettre les crevettes sur les oignons et les tomates pour qu'elles restent bien au chaud. Et là, la troisième phase, c'est le couscous. Donc, on a acheté finalement du couscous
déjà préparé. Pas trop d'eau. Il faut aussi suffisamment pour que la graine gonfle. 500 g de couscous peut très bien doubler, voire tripler de volume. Nous allons maintenant le mettre sur le haut du couscoussier et attendre que la vapeur traverse les graines. C'est la première cuisson. Voilà. Dès que vous voyez la vapeur traverser les graines de couscous, ça veut dire c'est cuit. Et ça, on le fait 3 fois. Le couscous, on le mouille, on met un peu d'huile d'olive au départ, on le met à cuire dans le haut du couscoussier, on voit la vapeur traverser et on refait l'opération 3 fois. Maintenant, la 3e fois, c'est fait. Nous allons le préparer pour le servir. Les 5 dernières minutes, le temps de préparer ça, on va maintenant mettre les épinards parce que ça cuit très très vite. On va les mettre dans le bouillon. Par contre, contrairement au couscous, elles vont plutôt diminuer de volume et non pas doubler de volume. Voilà, on va laisser 2 petites minutes. Joli. On couvre 2 minutes, le temps de préparer notre couscous. Donc le couscous est prêt. Il a doublé, voire triplé de volume. On va mettre, alors traditionnellement, on peut mettre à la fin soit un peu d'huile d'olive, soit du beurre. Jusqu'à maintenant, dans les campagnes, on sert le couscous dans la gasa, qui est ce plat en terre. Nous, on va le servir dans la porcelaine chinoise, en forme d'un dôme, à fur et à mesure. On va passer maintenant à la présentation. À l'aide d'un bol, vous formez un trou. Vous mettez les épinards au centre. Voilà. On va disposer nos crevettes sur les épinards. Certaines avec leur tête, d'autres pas. En fait, les têtes nous servent juste pour le goût. Là, on a les tomates cerises, nos oignons. On mélange le bouillon avec la sauce des crevettes pour que le goût soit absolument parfait. Bon appétit! Après la préparation de ce plat finalement si simple, je vous propose de me suivre pour une belle balade dans la tradition et la modernité du couscous. Suivez-moi. Et voilà, nous allons commencer notre balade dans le monde de la connaissance, le monde du couscous. Le couscous, par principe, est le plat du lien, c'est le plat du partage. On partage avec les amis, on le partage avec la famille, on partage aussi avec les pauvres. Le couscous peut se préparer à partir de blé dur, mais aussi à partir d'orge verte, de l'orge. Le plus étonnant, c'est la vermicelle et le riz. Et oui, ce couscous-là existe. Il est salé, il est sucré. Le couscous peut être accompagné par de la volaille ou de la viande, mais aussi du gibier et du poisson. Et il peut aussi tout simplement être accompagné qu'avec des légumes. On peut faire finalement pas mal de choses à partir de graines, ces graines vraiment qui nous racontent toute la civilisation saharienne qui dure depuis au moins 2 siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au temps de Massinissa. On ne peut pas parler du couscous sans parler de ce conte. Il y a très très longtemps, un roi avait perdu le goût des choses. Il se réfugie à Taroudan et tous les habitants se plient en 4 pour préparer les plus merveilleuses des pastillas, le plus extraordinaire des couscous, des méchouis, les plats les plus fabuleux. Et puis il y avait une vieille dame pauvre, très 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 pauvre, qui n'avait rien, qui voulait vraiment faire plaisir à son roi. Alors elle récupéra les fans de navet et elle prépara un très bon couscous juste avec les fans de navet. Elle se présenta devant le palais au milieu de tous ces grands plats extraordinaires et tous ces gens riches devant elle qui se bousculaient pour être reconnus par le roi. On a commencé par se moquer d'elle, par essayer de la chasser. Elle résista et elle pose son plat devant les fabuleux couscous et méchouis et bien d'autres choses. Le roi arrive,
remarque tous ces plats. Il était complètement indifférent puisqu'il les connaissait tant. Mais il remarqua ce plat aux fans de navet qui n'avaient jamais goûté. Il goûte ce plat et le goût lui revient. Cette dame, cette vieille dame, n'était contente que d'une seule chose, elle a vu que son roi souriait et mangeait avec appétit son plat. Elle repart et l'histoire s'arrête là. L'histoire ne nous dit pas qu'elle a été récompensée et c'est ça qui est très beau. Elle ne cherchait rien d'autre que faire plaisir à ce roi. Cette histoire, je l'aime pour deux choses. La première chose, c'est qu'on peut faire plaisir même à un roi avec peu de choses, si c'est bon, même si c'est simple. La deuxième chose, ce n'est pas la récompense qui compte, mais le bonheur qu'on peut donner à l'autre. L'histoire est terminée. Merci pour votre fidélité à fatemaaltv.com. À très bientôt pour d'autres histoires. Merci.